Hello hello YouTube, bienvenue sur Logic Invest. Le diable s'habille en Prada certes, mais il paye son loyer à Vici Properties. Entre l'explosion des ventes de luxe en Asie et la domination absolue des murs de Las Vegas, ces deux géants viennent de publier leurs résultats. On va aller un petit peu voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on fait face à des forteresses imprenables ou à des colosses aux pieds d'argile? On analyse les chiffres les amis. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Demain, petit teasing, ma vidéo sort sur un deep dive d'action que tout le monde je pense a utilisé ou utilisera dans sa vie. Je voulais faire un petit deep dive sur SKNX ou Micron, mais l'excellent Hugo d'IQ Invest a déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas revenir sur ce qu'il a déjà dit, c'était très très bien. Donc je les garde moi mes petits deep dive et on verra si on a des soldes sur ces deux entreprises. Concernant Prada les amis, le résultat de 2025 est tombé. Et on a vu un chiffre d'affaires en augmentation. Je crois qu'avec Hermès, c'est les deux seules sociétés de luxe. Même si Hermès, pour moi, c'est vraiment de l'ultra luxe. Là où Prada, pour moi, c'est un petit peu plus comme LVMH ou Kering, c'est du premium. Il y a tout simplement deux sociétés qui ont vu leur revenus croître. C'est Hermès et Prada. Côté Hermès, on est à 9% de hausse du chiffre d'affaires, hein, 8% en organique, c'est-à-dire hors acquisition de Versace. Et on a aussi une vente en détail de progression de 8% en organique, tirée par les ventes à plein prix. Parce que oui, il y a un moment, il y avait pas mal de soldes. Et quand vous faites du luxe, vous êtes là, pas là pour faire des soldes, les amis. On a une marge brute qui atteint 8,3%, mais en vrai, c'est 80% en fait. Donc en hausse de 50 points de base. Je crois qu'ils étaient à 79%. On arrive à 80% de marge brute. On a un bénéfice net en augmentation de 2% seulement entre guillemets par rapport à 2024. Je crois que moi j'avais tablé, on ira voir un petit peu mes estimations sur 850 millions d'euros, 855 millions d'euros et on voit qu'ils ont raté les estimations de 3 millions. Donc bon, c'est pas non plus la fin du monde. On a une dette nette de 466 millions d'euros après les investissements en CAPEX. Et l'acquisition, investissement en CAPEX qui a augmenté d'ailleurs, et l'acquisition de Versace pour 1,2 milliard d'euros. Le dividende proposé est en légère augmentation. On était sur du 0,16 euros par action aujourd'hui, et ils veulent passer à 0,16, et on était à 0,14. My bad, 0,14 euros actuellement. Donc les commentaires du dirigeant, qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Que l'année 2005 a été très difficile pour l'industrie du luxe qui a perdu environ un consommateur sur 5. Et moi ce qui m'intéresse avec cette boîte, c'est que je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est sous-évaluée et en plus elle arrive à croître. Donc quand vraiment le luxe va repartir, et on ne sait pas quand il va repartir, parce que là vu ce qui se passe au Moyen-Orient, moi je suis très un peu pessimiste sur le premier semestre 2026, je pense que ça va être très difficile pour beaucoup d'actions, quasiment toutes. On y reviendra peut-être à la fin de la vidéo, mais moi je suis vraiment pas bullish sur sur la croissance en ce début de semestre, ça va être compliqué je pense. Donc Prada a montré une bonne résilience avec des ventes quasi stables, moins 1%, mais avec une amélioration séquentielle au second trimestre, un petit peu comme LVMH hein, qui au second semestre a montré quelques signes de croissance. Là c'est un peu pareil, la marque se concentre sur l'innovation produit, l'excellence client et les outils numériques. Donc ils ont augmenté d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les capex je crois de 100 millions, qui a donné des free cash flow en baisse de 10 millions sur l'année, mais c'est pas très important, enfin, il n'y a pas une grosse baisse quoi. Donc Miu Miu a poursuivi sa croissance spectaculaire avec des hausses de 35%. On l'a vu quand j'ai deep dive la boîte, Miu Miu c'est vraiment la marque tout simplement la plus populaire du monde actuellement en Asie. Vraiment tout le monde s'arrache du Miu Miu et on a une croissance de 35%. Ça va se normaliser, hein. Là on va être à 35%. Je crois qu'après on va passer sur du 20, du 15, du 10 et après on sera sur du 4 ou 5% parce que on a des chiffres vraiment vertigineux. Hein. Donc l'acquisition de Versace, ça me fait un peu peur, à voir comment ils vont réussir à gérer l'acquisition. L'objectif est de repositionner la marque en se concentrant sur la qualité et les ventes à plein prix. Un nouveau directeur créatif, Peter Muller, a été nommé et rejoindra la maison en juillet. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, il y a vraiment une année de consolidation en 2026 pour la boîte et surtout pour Versace. On a une croissance de toutes les régions, donc ça c'est très bien. Asie-Pacifique plus 11, Amérique plus 18 et l'Europe seulement plus 5 a été ralenti au second semestre, affecté par une baisse du tourisme. À voir aussi si justement le Moyen-Orient est compté avec l'Europe, je sais pas du tout en vrai. Je pense que est-ce que c'est lié Moyen-Orient-Europe ou Asie-Pacifique, je sais pas du tout, mais là à mon avis on va avoir une belle petite baisse déjà pour 2026. Hein. Le groupe a continué d'investir massivement dans ses marques, ses magasins et ses équipes et ses outils numériques malgré le contexte difficile. On a vu 100 millions de capex en plus. Donc les objectifs 2026, le groupe ambitionne de continuer à générer une croissance organique solide et durable pour Prada et Miu Miu et de surperformer le marché. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de surperformer un secteur qui est complètement amorphe. Donc les attentes capitalisant sur la tendance observée fin 2025, Miu Miu, la croissance devrait se normaliser, ça on l'a dit.
Premier semestre sera difficile en raison de bases de comparaison très élevées. Bah ouais, il y avait plus 60% au T1 2025. Le groupe vise une croissance à un chiffre pour le premier semestre, mais une trajectoire plus solide sur l'ensemble de l'année. Donc ouais, on va vraiment se réduire la croissance de Miu Miu. On va passer de plus 30 à peut-être plus 8 ou plus 9% de croissance. Donc là, à voir un petit peu. Et on a aussi Versace, bah, ça sera une année de transition, oui, hein. Le groupe prévoit une contraction des ventes de l'ordre de 5 à 9%, dû au repositionnement stratégique à lignes comme Versace et Jean Couture, réduction de promotion. Une perte opérationnelle est attendue, mais le groupe vise à limiter à un montant à deux chiffres en millions d'euros. Donc là, Versace, ça va. Déjà, je crois qu'ils avaient fait que 600 millions sur 2025. Là, Versace, ça sera clairement un petit peu le caillou dans la chaussure pour l'année 2026 pour Prada. Et la consolidation de Versace pèsera sur la marge du groupe, bah, bien évidemment. Ouais. L'objectif est de reprendre une amélioration progressive dès 2027, et les vents contraires liés au taux de change devraient persister. Ouais, bah ça, c'est la vérité en plus. Le groupe Prada a démonté une solide résilience en 2025 dans un marché de luxe difficile. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait lire sur Prada. On va aller voir, hop, moi, les attentes que j'avais créées, enfin que j'avais faites dans mon analyse. On était parti sur un chiffre d'affaires à 5 milliards 7. On va aller voir exactement. Je crois que j'en suis pas loin, moi, le chiffre d'affaires. Merde, on l'a pas ici, là. Si, on l'a là, ouais, voilà, 5,5 milliards. On y est exactement. Donc là, je me suis pas bien trompé. Les bénéfices, j'étais à 879 là, par contre, je me suis viandé. Parce que les bénéfices, on les a ici, ils sont de 852 millions. Donc on a vu une petite marge nette. Hop, je change mes petites estimations, 852. Et les bénéfices par action, ils attendent, enfin, comment dire, les analystes attendaient 0,34. On est aux alentours de 0,33. Moi, j'attendais 0,3381. Bon, bref. On voit qu'on est à peu près bon au BPA par action. Donc, à voir par contre sur 2026. J'ai très peur de l'année 2026. Je pense qu'on sera sur une contraction, à mon avis. Moi, je m'étais projeté avec 6% de croissance à un multiple final de 16. On va aller voir un petit peu le prix juste que j'avais sur Prada. Hop, je crois que on va aller ici, ce sera plus rapide. Moi, clairement, ouais, voilà, 2026, ça va être compliqué sur la marque. Après, je pense qu'on va avoir une reprise. Et quand il y aura la reprise, là, par contre, on sera sur des croissances beaucoup plus hautes. Donc, je pense que me dire 5% de croissance du CA, c'est pas déconnant du tout. Un multiple final de 16, on n'est pas déconnant non plus. Et on a un prix aux alentours de 40 dollars hongkongais. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'actuellement, tu achètes la marque à 13 de PE. Tu l'achètes à 11 fois les free cash flow. Tu l'achètes vraiment pas cher. Donc je me dis qu'avec une belle reprise, bon ça sera pas sur 2026, mais peut-être 2027, une belle reprise de la consommation de luxe, j'imagine que Prada pourra tirer avec son épingle du jeu. On voit qu'à mon avis la marge sur 2025 elle n'est pas à jour. La marge va certainement redescendre un petit peu. Et on va avoir peut-être une contraction aux alentours de 12 à 13% de marge nette sur 2026 à cause de l'acquisition de Versace. Mais en tout cas, moi je ne suis pas inquiet du tout sur le titre. Et je le redis, hein, je continuerai à me repositionner sur la marque. On va aller voir mon portefeuille. Moi, Prada, j'en ai à 10% du portefeuille. Prada qui a pris une petite gamelle après les annonces. Je continuerai à faire grossir un peu la ligne. Après, je ne veux pas non plus être full investi sur Prada, que ça soit ma première ligne du portefeuille, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, je reste positif sur comment dire, sur le dossier et j'ai pas vraiment peur sur le long terme. C'est vrai je pense qu'on va vers une année un peu compliquée. Hop, on va aller le voir, mais clairement, là, on va peut-être retomber aux alentours de. Voilà, le titre, il fait moins 5%, mais on était quand même remonté, hein. On était aux alentours de 43 dollars. On a perdu 3 dollars là avec les annonces de résultats. Mais encore une fois, moi, je suis pas du tout inquiet, les amis, par rapport aux prévisions et surtout à la valo que ça s'achète actuellement. On va vivre une année 2026 un peu compliquée, donc on rechargera sur 2026. Et quand le marché du luxe va reprendre, Prada prendra tout simplement sa part du marché, sa part du gâteau et reprendra sa marche en avant. Et là, on aura de la belle croissance à aller chercher. Maintenant, on va aller passer du côté de Vici Properties, les amis, et on va aller checker un petit peu les résultats de ce qu'ils nous ont fait du côté de Las Vegas. On a un bénéfice d'exploitation ajusté par AFO. Donc si vous ne savez pas ce que sont les AFO, n'hésitez pas à aller checker mon deep dive sur Vici où j'explique que les rates, donc l'immobilier, les actions immobilières ne doivent pas être calculées en termes d'EPS, etc., mais en termes d'AFO. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Un indicateur clé de la rentabilité pour les sociétés immobilières a atteint 2 milliards de dollars en hausse de 6%, 6,6. Et vous allez voir que dans ma petite analyse de Vici Properties,
j'étais parti, moi, sur une croissance des AFO de seulement 3,2%. Donc j'étais très conservateur à multiple de 13 pour un rendement exigé de 10% sur mes actions à dividendes. Je cherche du 10%, pas forcément du 12%. C'est un peu plus compliqué d'aller chercher énormément de croissance parce qu'il faudrait les toucher très peu cher et le marché est hyper valorisé. Donc d'abord, je me concentre sur 10% de rendement en tout entre la croissance des dividendes plus la croissance du titre. Donc j'avais dit quoi? 3,2% de croissance des AFO. On est largement au-dessus. On a voilà, une augmentation de 5,1% de la croissance par action de l'AFO. Très très bien. On a une marge bénéficiaire nette pour l'année d'environ 69%, l'une des plus élevées de l'indice du SP500. Bon, après, c'est pas très compliqué non plus quand tu fais de l'immobilier, hein. N'oublions pas que Vici achète juste les murs et fait un petit contrat avec la société. Alors, eux, c'est des casinos. Mais voilà, la société qui gère les casinos doit gérer tout le reste. Et Vici, lui, ne gère que les murs. Donc, d'avoir une marge bénéficiaire nette, c'est pas très compliqué. Tu gères quasiment pas de personnel. Enfin, tu gères pas de personnel. Je crois qu'ils sont une soixantaine, même pas. Je sais même pas. Je crois qu'ils sont moins de. On va aller voir ça tout de suite. Je crois qu'ils sont même moins de 20, hein, Vici, hein. Est-ce qu'on a les. Hop, à l'aide. On va passer dans le quantitatif. Ouais, voilà, ils sont 28, hein, Vici Properties. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là, quoi. L'entreprise gagnera toujours du pognon avec sa marge nette, mais c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. L'endettement net de l'entreprise est d'environ 5 fois son EBITDA. Bon, on voit que c'est totalement stable et c'est pas très haut non plus par rapport au rate. L'entreprise dispose de 3,2 milliards de dollars de liquidité totale, très bien. Donc les dirigeants, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Le succès de Vici est directement lié à la performance de ses locataires. Bah oui, ça on avait bien compris, hein. Le cas du casino, The Venetian à Las Vegas, a été longuement cité en exemple. Grâce à une gestion axée sur la satisfaction des employés et des clients, ses revenus sont passés de 487 millions avant la pandémie à 777 millions de dollars en 2024. Voilà, pour tous les gens qui vous disent qu'il n'y a plus de croissance à Las Vegas, que c'est complètement mort, moi je vous avais fait une vidéo deep dive justement sur Vici où j'ai parlé que Las Vegas est en train de se repositionner en ville sportive. Avec la création du GP de Las Vegas, vous avez une franchise de foot américain qui est arrivée, vous avez une franchise de hockey sur glace qui est arrivée à Las Vegas en plein désert du Nevada, et il y a aussi une franchise de basket qui est en pourparlers. Donc en fait, ils veulent augmenter tout simplement le nombre de touristes qu'il y a à Las Vegas aussi grâce au sport. Et bien entendu par les réunions, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros les espèces de meetings de sociétés qui vont à Las Vegas et qui vont passer du bon temps là-bas. On a une croissance externe active en 2025. Vici a gagné 2,1 milliards de dollars dans de nouveaux partenariats. L'opération la plus notable est l'acquisition des murs de 7 casinos dans le Nevada pour 1 milliard de dollars auprès de Golden Entertainment, marquant une entrée stratégique sur le marché des casinos pour la clientèle locale de Las Vegas. On a le marché de Las Vegas aussi, hein. 2025 est une année de normalisation plutôt qu'une année record. Pour le strip, le marché reste résilient. Le calendrier des conventions, voilà, les conventions, c'est ça que je voulais dire, pour 2026 est très prometteur et devrait soutenir l'activité. Sachant que Vici essaye de se diversifier, mais on en reparlera après. Donc Vici continue de chercher des opportunités d'investissement au-delà des casinos traditionnels, notamment dans les infrastructures sportives. Donc ça, on en avait déjà parlé aussi. Des secteurs liés portés par la forte demande des jeunes générations. Ouais. Après, ils attendent un petit peu, c'est pas évident non plus. Et on a une gestion des risques. Un prêt de faible montant lié à un projet de golf a été placé en non-accrual. Les intérêts ne sont plus comptabilisés comme revenus en raison de difficultés de trésorerie de l'emprunteur. Parce que Vici prête aussi du pognon. Et on voit que voilà, ils ont prêté du pognon et l'emprunteur a des problèmes de difficulté pour rembourser, donc ils l'ont un petit peu dans le baba. Mais l'impact financier est jugé minime et n'est pas inclus dans les prévisions. Donc on a quoi comme perspective? Vici anticipe un info compris entre 2,59 et 625 milliards de dollars, soit entre 2,42 et 2,45 dollars par action en termes d'AFO. On va aller voir ce que moi j'avais anticipé. Donc on est à 2. Moi j'avais anticipé 2,41. Et eux, ces petits coquins, ils nous annoncent 2,42 dans 45. Donc moi, j'étais vraiment dans une fourchette très conservatrice. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais un prix juste sur Vici de 29 dollars. Et que j'étais rentré j'étais re-rentré sur la boîte, j'avais un PRU, je crois, à 30. Et j'étais re-rentré sur la boîte quand Vici a été arrivé quasiment à ce prix-là. Donc j'en avais racheté un petit peu. Et ça m'intéressait fortement. Et même en étant conservateur, vous voyez que on est récompensé. Parce qu'en étant conservateur, on arrive avec des perspectives beaucoup plus hautes du board. Et au final, l'entreprise bat ce que vous avez prévu.
et vous êtes protégé tout simplement. La publication de Vici reste très positive, ouais, nananani, ouais, ok, pas de souci. Moi, en tout cas sur Vici, j'hésite. Est-ce que je rentrerai tout de suite? On va aller voir un peu mon portefeuille dividende. Le problème, c'est que Vici est ma deuxième plus grosse société. J'ai rentré aussi du partner group récemment. Je ne veux pas forcément avoir que deux grosses sociétés à dividendes. Alors j'aimerais bien rentrer sur d'autres boîtes. Le problème, c'est trouver des boîtes à dividendes intéressantes qui peuvent faire grossir leurs dividendes, qui ne sont pas pourries et qui ne sont pas hyper chères comme les Walmart, etc. en ce moment. Coca-Cola aussi. C'est très compliqué à l'instant T. Donc si j'ai pas de société moi dans mon viseur, hein, je l'ai déjà dit, j'achète des ETF et j'ai un ETF qui réplique aussi des entreprises à dividendes pour rester quand même investi, parce que le problème d'avoir trop de liquidité, c'est que vous manquez des coûts d'opportunité. Donc je ne me jetterai pas sur des actions individuelles trop chères. Par contre, si Vici vient peut-être à redescendre, à voir, parce que justement là on va parler un petit peu du contexte global. Moi j'en avais acheté ici, voilà, j'ai un PRU à 29,50, j'ai fait descendre, j'en avais acheté ici quand le prix était pas cher du tout. J'en ai réacheté ici, reacheté là quand c'était à quasiment 29 $. On est largement remonté malheureusement, mais là on est en train de redescendre un peu. Et justement, avec le contexte de la guerre et avec tout, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite dédicace à tous comment dire, les spécialistes du Détroit d'Ormuz sur YouTube, sur tous les réseaux. Vous passez pas 5 minutes quand vous scrollez, quand vous faites n'importe quoi sur les réseaux, vous avez forcément un analyste qui va vous dire il y a 20 millions, 20 milliards de barils de pétrole, 20% de la quantité, et les Chinois, ils peuvent plus. Alors en fait, la réalité, c'est que personne n'en sait rien de ce qui va se passer, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer. Moi, j'ai l'impression qu'on est parti pour que ça dure. Et si ça dure, c'est très mauvais pour toute l'industrie, enfin pour toute l'industrie, pour toutes les actions du monde entier. Pourquoi? Parce que faut jamais oublier une chose, c'est que de la croissance, c'est de l'énergie transformée. Donc si vous avez le gaz et le pétrole qui vient à exploser à la hausse, vous avez quoi? Vous avez tout simplement les consommateurs qui auront moins d'argent. S'ils ont moins d'argent, ils vont moins consommer. S'il y a moins de consommation, il y a moins de pubs. S'il y a moins de pubs, il y a moins de revenus. S'il y a moins de revenus, il y a tout qui va partir en récession. On peut se diriger vers une récession si on a vraiment des prix énormes, une augmentation énorme des prix comment dire, de l'énergie. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Moi, j'ai des liquidités, donc j'hésiterai pas à rentrer fortement si on a des grosses décotes. Mais en tout cas, il va falloir être, je pense, assez smart sur les achats. Il va pas falloir, même les DCA, va peut-être falloir attendre un peu au mois d'avril. Regarder un petit peu ce qui se passe. On n'est pas à l'abri d'avoir des belles petites décotes, hein. Donc, moi, clairement, comme je le dis à chaque fois, je regarde ma watchlist et si ça vient vraiment à avoir des grosses décotes, Nvidia, du Microsoft, on a aussi tout ce que j'ai dans ma watchlist que j'ai pas en portefeuille, hein, du Taiwan Semiconductor, du SK Hynix, pourquoi pas. On a aussi du S&P Global, du Fortinet qui pourrait redescendre. On a pas mal de choses intéressantes qui pourraient rentrer. Donc voilà ce que je pouvais dire moi sur les résultats de Prada et Vici et sur le contexte un peu global. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Demain sort encore une fois ma vidéo sur Booking les amis. N'hésitez pas à rejoindre aussi tous mes réseaux, à me follow sur Twitter, etc. J'ai fait une page Facebook aussi pour aller chercher des gens qui ne sont pas forcément au fait de l'investissement. Pareil, je suis sur Reddit, je suis sur énormément de réseaux. Allez me rejoindre sur tout ça. Et on se retrouve demain. C'était Logic Invest. Et n'oubliez pas qu'investir est une formidable raison d'être heureux.